introduction pour ceux qui ne connaissent pas le Shift Project. Donc, c'est une association d'intérêt général, qui a été créée il y a une quinzaine d'années et qui est présidée aujourd'hui par Jean-Marc Jancovici, dont les sujets de prédilection sont le climat et l'énergie. Donc l'association, elle a un petit peu cette spécificité d'allier deux mondes qui n'étaient pas forcément habitués à travailler ensemble auparavant, qui sont le monde d'une part des énergéticiens et plutôt le monde d'autre part des ONG qui travaillent sur les sujets climatiques. Donc on travaille sur la double contrainte carbone que je vais vous exposer tout à l'heure, notamment pour le secteur agricole, avec des travaux qui sont le plus possible guidés par la rigueur scientifique. Donc on a une double mission. Une première mission qui est vraiment d'éclairer le débat sur la décarbonation de l'économie, sur différents secteurs économiques français. Via des travaux d'analyse, on est vraiment basé sur l'état de l'art et également de la production de prospectives et de trajectoires de décarbonation comme David le présentait. Ça, c'est notre première mission, c'est vraiment éclairer les débats, fournir des analyses quantifiées. Et la deuxième mission, c'est une mission d'influence, de lobbying auprès des corps intermédiaires et auprès des acteurs économiques et politiques. Donc on produit un certain nombre de constats et de recommandations et ensuite aux acteurs économiques ou politiques de s'en emparer et le cas échéant de les porter pour faire évoluer ces sujets de transition. Et on a le plaisir de compter parmi nos membres, qui sont donc des entreprises, de compter parmi nos membres Burel depuis 2 ans. Donc merci à eux pour leur engagement. Alors la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler des travaux autour de l'agriculture et de l'alimentation. On a en effet commencé en 2023 à aborder ce secteur-là, sachant que depuis plusieurs années, les compétences et expertises du Shift étaient plutôt portées sur les autres secteurs de l'économie, donc l'industrie, la mobilité, les transports. Et on s'est intéressé à l'agriculture sur laquelle il y avait vraiment beaucoup d'attentes, finalement relativement récemment, avec un projet qui a duré donc 18 mois et qui s'est conclu en novembre dernier. Et on va étendre le périmètre de ce projet à l'agroalimentaire et à l'alimentation à partir du début d'année prochaine. Donc on est en train de finaliser le cadrage du futur de ces travaux dans le but d'alimenter un futur PTEF2 et également de contribuer à alimenter le débat en vue de la prochaine présidentielle. Il y aura évidemment un rebouclage et une mise en cohérence des deux périmètres que sont l'agriculture et l'alimentation. Alors, en termes d'organisation du projet, au Shift Project, on est une petite équipe de projet. Donc, je le disais, Céline, chef de projet, Corentin, Clémence et moi-même en particulier, donc 4 personnes. Et on a la chance d'être très bien accompagnés. Et en réalité, on a mené plusieurs projets de front. Donc, on a 2 GT spécifiques qui se sont déroulés, un sur la place de la technologie dans cette transition et un autre sur la place de l'emploi et de la formation dans cette transition. Quelles compétences, de combien de compétences et combien d'actifs on aura besoin à horizon 2050. Donc ça, c'est côté Shift Project. Et on a également une association sœur ou cousine qui s'appelle les Shifters, dont certains sont représentants aujourd'hui, merci, et qui compte à peu près 25 000 personnes, peut-être 30 000 aujourd'hui, donc réparties sur tout le territoire français, et association grâce à laquelle a été menée une grande consultation des agriculteurs. Et comme tu le mentionnais, David, on a la chance d'avoir eu un très grand nombre de répondants, puisqu'on a quasiment 8000 agriculteurs qui ont répondu, ce qui fait qu'on pense qu'on a une relativement bonne représentativité dans les réponses qu'on a pu exploiter. Et par ailleurs, on s'appuie également, dans le cadre de ce projet agriculture, sur un conseil scientifique et sur un collège d'agriculteurs, encore une fois, pour la pertinence de nos travaux. Alors, j'ai quelques éléments pour poser le constat. Dans le cadre du rapport agriculture, on est vraiment parti de l'analyse des contraintes physiques. C'est vraiment la spécificité du Shift. C'est pas forcément de quantifier les euros, c'est vraiment de quantifier des flux physiques d'énergie, de matière, de gaz à effet de serre en particulier, de biomasse, et de partir de ce cadre-là de contraintes pour voir pourquoi il faut organiser cette transition du système agricole. Et donc, notre cadre d'analyse classique pour tous les secteurs économiques, c'est celui de la double contrainte carbone. On l'a déjà un petit peu évoqué entre les lignes ce matin.
C'est d'une part le climat, donc le changement climatique qui nous engage à réduire maintenant très rapidement, de façon très significative, nos émissions de gaz à effet de serre, pour l'agriculture, mais aussi pour tous les autres secteurs, bien sûr, si on veut réduire son intensité. Et d'autre part, la contrainte énergétique, qui est qu'on sait aujourd'hui qu'on va avoir une contraction inéluctable des approvisionnements en énergie fossile et qu'il vaut mieux l'anticiper avant de la subir de force. Donc ça, c'est une contrainte qu'on applique classiquement sur tous les secteurs. Pour l'agriculture, il y a deux petites spécificités que vous connaissez bien, qui est que l'agriculture s'exerce en environnement ouvert et on a notamment des interactions entre le climat et les écosystèmes, en termes d'eau, en termes de sol, on a beaucoup évoqué ce matin, et en termes de biodiversité, ce qui rend l'approche plus complexe. Et on a également une spécificité agricole qui est qu'elle produit de la biomasse, et cette biomasse est aujourd'hui très convoitée parce qu'elle a de multiples usages et qui aujourd'hui ne sont pas arbitrés. Donc si on passe un petit peu plus en détail sur cette double contrainte carbone, le premier sujet dont on parle très largement dans le débat depuis plusieurs dizaines d'années aujourd'hui, c'est les impacts climatiques de l'agriculture, les émissions de gaz à effet de serre. Vous le savez, c'est à peu près 18 à 20% selon les années des émissions nationales, donc c'est en effet un poste d'émission significatif en France, avec à peu près 74 millions de tonnes de CO2 équivalent, avec des spécificités là encore, puisqu'on parle principalement d'émissions qui sont d'origine non énergétique, donc en fait la part de CO2 dans ces gaz à effet de serre est très faible, elle est ici en jaune, donc c'est tout ce qui est lié à la combustion dans les engins, les moteurs et les chaudières. Mais sinon, l'essentiel des émissions, c'est des émissions de méthane et de protoxyde d'azote, qui sont des gaz dont les durées de vie sont très différentes, en tout cas pour le méthane, très différentes de celles du CO2 et qui sont aussi plus difficiles à quantifier et dont les flux sont plus diffus. Mais en tout cas, la majeure partie des émissions est liée à l'élevage, à peu près 60%. On a ensuite à peu près 30% qui sont liées aux émissions liées au protoxyde d'azote, donc la fertilisation et la volatilisation associée, et le reste du CO2 lié aux engins. Ce dont on parle peut-être un petit peu moins, et notamment dans le cadre des différentes stratégies nationales bas carbone, c'est les émissions indirectes. Et on a fait quelques ordres de grandeur ici, mais vous le voyez, donc les barres peuvent être comparées les unes aux autres. En fait, les émissions indirectes du secteur agricole, c'est de l'ordre de 20 millions de tonnes CO2 équivalent, donc c'est tout à fait significatif par rapport au total d'émissions. Et ça met notamment en avant des dépendances, puisqu'il s'agit principalement d'énergie en fait indirecte, que ce soit la fabrication des engrais azotés, des autres intrants, et les importations et transports de l'alimentation animale. Donc, au global, on voit bien qu'on a des émissions directes et indirectes qui sont tout à fait significatives et sur lesquelles il n'y a pas forcément d'objectif officiel chiffré. Alors, ce graphe-là, il montre l'observation du changement climatique en France dans un scénario tendanciel, un scénario intermédiaire, c'est-à-dire un scénario dans lequel les États respecteraient leurs engagements de contribution à la neutralité, ce qui, on le sait, n'est déjà plus le cas. Et il montre deux choses. La première chose, c'est qu'on sait qu'en France, le réchauffement est plus accentué que sur la moyenne du globe. On a à peu près 1 degré de plus. Donc la première chose, c'est qu'à horizon 2050, on sait qu'on sera quasiment à plus 3 degrés en France. Donc une nécessité évidemment d'adapter d'ores et déjà les systèmes, et notamment les systèmes de culture pérennes qui nécessitent un temps d'anticipation plus fort encore que les systèmes de culture annuels. Et le deuxième sujet, c'est qu'on sait aussi que qu'il va y avoir un emballement du réchauffement climatique sur la deuxième moitié du XXIe siècle. D'où l'urgence d'atténuer d'ores et déjà les émissions pour éviter d'arriver donc en France à plus 4 degrés à horizon 2100, qui est un surplus de température sur lequel on sait que les systèmes agricoles aujourd'hui ne sont pas viables pour la plupart. Donc contraintes climatiques qui nécessitent vraiment de combiner à la fois des stratégies d'adaptation et d'atténuation. Pour illustrer un petit peu plus en détail sur certains systèmes de grande culture, mais je pense que vous l'avez tous bien en tête, évidemment, l'agriculture porte en elle-même une vulnérabilité intrinsèque au changement climatique. Je disais tout à l'heure, on s'exerce en environnement ouvert. Pendant des décennies, les agriculteurs ont su s'adapter. On voit aujourd'hui une accélération à la fois
des événements extrêmes, que ce soit les sécheresses, que ce soit les excès de pluie en période automnale et hivernale, que ce soit les gels tardifs, en particulier pour la vigne. Et on voit aussi l'évolution chronique des températures, et ça, on commence à l'apercevoir de façon de plus en plus concrètement. Et j'ai illustré ici avec les cartographies que nous a fourni Serge Zaka, avec lequel on travaille dans notre conseil scientifique, sur le maïs grain. Et vous voyez en fait ici l'évolution d'un indicateur qui est le pourcentage de rendement potentiel dans un scénario encore une fois intermédiaire, hein, qui n'est pas le scénario dans lequel on se situe actuellement. Donc d'une part la situation actuelle à gauche, la moyenne sur les 3 décennies actuelles, et à droite un horizon 2100 par an. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, de façon très visuelle, alors vous voyez peut-être pas la légende, mais globalement les couleurs orangées montrent des potentiels de rendement inférieurs de 55%. Et on voit très bien à horizon 2100 que sur cet exemple du maïs grain, et sans prendre en compte les conditions pédologiques adaptées à la culture du maïs, on a une très forte généralisation de ces potentiels de rendement inférieurs à 55%, sur tout l'arc méditerranéen et sur une très grande partie de la façade atlantique et du nord-ouest de la France. Et si on se place dans un scénario un peu plus pessimiste, un scénario qu'on appelle 8-5, là on a également des chiffres qui nous ont été fournis par AXA Climate, hein, qui travaille aussi sur la quantification de ces sujets-là, qui montrent que sur le maïs grain, on peut anticiper des pertes de rendement de l'ordre de 30 quintaux hectares, et sur le blé tendre de l'ordre de 10 à 30 quintaux hectares. Donc on voit bien ici voilà, le coût en fait, de l'inaction et le coût de ne pas anticiper le déplacement de ces aires de production. Au-delà, évidemment, de toute l'exacerbation des contraintes sur les autres facteurs de production que sont l'eau, dont l'agriculture a besoin et dont elle aura encore plus besoin demain, que sont les sols, qu'on a largement évoqués, et les sujets de biodiversité, et notamment de génétique au niveau des semences. Alors ça, c'était sur les sujets atténuation et adaptation climatique qu'on évoque très largement en agriculture. Ce qu'on a remarqué, nous, au moment de démarrer les travaux, c'est que finalement, la question énergétique en agriculture, elle n'avait pas été forcément mise beaucoup sur le devant de la scène. Elle l'a été au moment de la guerre en Ukraine en particulier. Et en fait, quand on regarde les données qui sont fournies par les experts sur la question de la fourniture d'énergie, et en l'occurrence ici de pétrole, on voit que cette contrainte, elle est inéluctable, bon, pour le monde, mais en particulier pour l'UE, et qu'encore une fois, il va devenir absolument crucial de pouvoir l'anticiper, puisque on sait aujourd'hui qu'il y a un relatif consensus sur le fait que le pic pétrolier va être atteint sur la décennie dans laquelle nous nous trouvons, donc entre 2020 et 2030, et avec une décrue ensuite qui va s'amorcer à partir de 2030. Le seul point qui ne fait pas encore consensus, c'est la vitesse de cette décrue. Mais on sait que, en tout cas, le déclin de la fourniture de pétrole pourrait s'établir entre 10 et 20% de moins qu'actuellement. Et pourquoi c'est important pour l'Europe? C'est qu'en fait, vous le voyez, il y a ici 16 pays fournisseurs de pétrole qui sont figurés sur ce graphe, et on est dépendant aujourd'hui à 95% de cette fourniture que vous voyez ici, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, des États-Unis. Et petit aparté, vous voyez ici en quadrillé rouge, en fait cette décrue, elle existe même en prenant en compte les hypothèses hautes de production de pétrole de schiste aux États-Unis. Donc, en prenant en compte toutes les réserves actuelles et potentielles, on sait qu'on amorce une décrue à partir de 2030. Alors, si on analyse les transformations du système agricole au cours du siècle passé à l'aune de ces questions énergétiques, en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, en l'espace de 20 ans, on a eu un phénomène assez incroyable de substitution quasi totale des énergies qui étaient des énergies animales et humaines, donc la traction animale et évidemment la fourniture de fourrage pour les animaux, par des énergies d'origine fossile. Donc vous avez en rouge les carburants et en rose les engrais azotés de synthèse. Et par rapport à d'autres secteurs économiques où les énergies se sont empilées et ont permis des gains de productivité, en agriculture, certes on a eu des gains de productivité, mais ces énergies elles se sont substituées
Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'agriculture est quasiment totalement dépendante de ces énergies fossiles, qu'elles soient directes par les carburants ou indirectes par les engrais. Donc aujourd'hui, si on prend la question des engrais azotés, on est 80% des apports directs sur les parcelles qui sont issus d'engrais azotés de synthèse. Et sur le pétrole, on a à peu près 3/4 des consommations directes sur les fermes qui sont issues de produits pétroliers. Avec un petit ordre de grandeur, avec ce joli tracteur de 80 chevaux, on comprend bien pourquoi cette substitution a été intéressante et voilà, par le volume de travail qui est fourni par ces énergies, puisque un tracteur de 80 chevaux, c'est l'équivalent d'à peu près 600 paires de jambes qui pédalent ensemble. Et je ne parle même pas d'une moissonneuse-batteuse. Voilà, et donc explosion de la productivité, mais aujourd'hui, on constate, ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on a une stagnation de cette productivité. Et également, évidemment, le corollaire de tout ça, ça a été une diminution drastique du nombre d'actifs sur les exploitations agricoles, ce qui a permis aussi l'urbanisation et la dissociation des bassins de consommation et des bassins de production. Alors, petit focus ici sur la question de l'énergie directe et l'énergie indirecte. Donc, je disais tout à l'heure, on a 3/4 des consommations d'énergie qui sont issues de produits pétroliers sur les fermes. Et c'est principalement pour, évidemment, les usages de tracteurs et engins automoteurs à hauteur de 53%. Et si vous regardez sur le graphe, la troisième barre qui représente les systèmes de grande culture, on voit en bleu clair que cette consommation des tracteurs et engins automoteurs, elle représente quasiment 80% des usages. Et ces systèmes de grande culture consomment à peu près 1/4 de l'énergie directe de tout le système agricole français. D'où évidemment la question de la décarbonation de ces sources d'énergie. Et l'énergie indirecte qui a une double problématique. La problématique donc de sa dépendance au pétrole, puisqu'on produit les engrais azotés de synthèse à partir de gaz naturel et donc à partir de pétrole. Il faut à peu près 1 litre de pétrole pour faire une unité d'azote. Donc, si vous fertilisez votre parcelle de blé tendre à hauteur de 200 unités, ça fait un équivalent de 200 litres de pétrole. Et deuxième problématique, évidemment, les émissions de protoxyde d'azote qui sont associées. Donc, au-delà de ces sujets d'atténuation, d'adaptation, de dépendance énergétique, on a également mis en avant dans notre diagnostic trois enjeux pour l'agriculture. Je vais passer très rapidement parce que c'est un sujet que vous connaissez par cœur, je pense, mais on arrive aujourd'hui, ça c'est la France agricole en 2024, à une France qui certes est très diversifiée en termes d'orientation des exploitations, mais qui est aussi très spécialisée, avec une circularité des flux de nutriments qui s'est retrouvée perturbée, c'est-à-dire qu'on a dissocié les zones de production d'élevage des zones de production de grandes cultures. Avec, en parallèle à ça, la révolution fourragère et la perte de millions d'hectares de prairies permanentes et plus largement de surfaces fourragères d'ailleurs, d'où les déstockages de carbone. Deuxième problématique pour l'agriculture, je l'évoquais en introduction, c'est qu'aujourd'hui, les usages de la biomasse sont multiples. Il faut assurer un certain niveau de retour au sol, mais également potentiellement demain assurer des nouveaux usages qui sont en croissance, comme les usages énergétiques, les usages pour les biomatériaux et les autres usages de la bioéconomie. Et aujourd'hui, c'est une ressource qui, d'une part, n'est pas garantie en termes de volume. On a une SAU qui est en contraction constante. Et on a, d'autre part, des arbitrages qui ne sont pas définis au niveau national, avec une notion, encore une fois, de compromis entre tous ces usages et de priorité peut-être à donner à certains usages, et avec le retour au sol qui doit être absolument maintenu. Et dernière problématique, dernier enjeu pour l'agriculture, on n'a pas mal parlé des problèmes, mais l'agriculture fait partie des seuls secteurs à pouvoir aussi contribuer à la fois au stockage de carbone et à la production d'énergie pour décarboner d'autres secteurs. Aujourd'hui, c'est un potentiel de puits de carbone très intéressant, mais qui n'est pas activé. Vous le voyez, en tonnes de carbone par hectare, on a autant de carbone sous une prairie à l'hectare que sous une forêt, donc c'est vraiment conséquent. Or, aujourd'hui, le retournement des prairies, c'est le premier motif de déstockage de carbone. Vous le voyez, on perd l'équivalent de 13 millions de tonnes de CO2 équivalent par le retournement des prairies. C'est beaucoup plus, 4 fois plus que l'urbanisation.
Et donc, premier enjeu, c'est vraiment préserver les stocks qui sont sous ces prairies, donc éviter la mise en culture de ces prairies. Et deuxième enjeu, si possible, et ça va devenir absolument nécessaire si on veut compenser les émissions résiduelles de l'agriculture, eh bien développer des pratiques de stockage additionnelles dans le sol et dans la biomasse ligneuse. Donc ça peut passer par l'agroforesterie, les haies, les couverts végétaux et autres pratiques que vous connaissez bien en agriculture de conservation. Voilà, ça c'est pour la partie stockage de carbone. Et un potentiel de production de bioénergie qui est également très intéressant sous réserve qu'on puisse faire les arbitrages nécessaires sur l'usage de la biomasse. Mais aujourd'hui, l'agriculture contribue d'ores et déjà à éviter l'équivalent de 7 millions de tonnes de CO2 équivalent pour d'autres secteurs. Donc, contribue à décarboner d'autres secteurs de l'économie. Donc voilà un petit peu le constat qu'on a porté sur les dépendances et les vulnérabilités climatiques, énergétiques et plus largement écosystémiques, parce que c'est vrai qu'on est très focalisé énergie-climat, mais voilà, on a regardé aussi les autres enjeux de manière qualitative, que sont la biodiversité, l'eau et les sols. Et sur cette base-là, on a réfléchi à des scénarios de transition, donc à horizon 2050, avec d'abord une approche pour répondre à des priorités stratégiques très contrastées qu'on entendait très largement dans le débat économique et politique. Je vous mets les 3 scénarios. Un premier scénario qui visait à déployer une meilleure autonomie agricole et alimentaire au niveau national. Donc répondre à la demande nationale sans importation d'alimentation animale en particulier. Un deuxième scénario qui visait à faire de l'agriculture un contributeur de bioénergie, donc fournir un maximum de biomasse à vocation énergétique. Et un troisième scénario qui visait à maintenir des capacités exportatrices pour la France pour contribuer à la sécurité alimentaire internationale. Donc fournir un maximum de calories et de protéines à destination de l'alimentation humaine. Et en fait, quand on a mouliné ces 3 scénarios avec notre outil, on s'est rendu compte que aucun de ces scénarios ne permettait de répondre finalement aux objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone, donc 48 millions de tonnes d'équivalent CO2. Et quand on forçait ces scénarios à passer sous cette barre, finalement, on avait un certain nombre de contreparties qui étaient difficilement acceptables, soit une augmentation de dépendance, soit une augmentation de vulnérabilité. Par exemple, à titre d'exemple, des diminutions très importantes des cheptels. Et donc, on a construit un 4e scénario qu'on a appelé scénario de conciliation, qui visait vraiment à repartir de ce cadre de contraintes physiques, avec d'une part le fait de répondre à cet objectif d'atténuation, donc 48 millions de tonnes, mais aussi et peut-être surtout d'avoir une meilleure résilience. Et par résilience, on entend résilience aux éventuels chocs énergétiques, aux éventuels chocs climatiques et plus largement résilience aussi écosystémique, donc par rapport aux enjeux de biodiversité et eau en particulier. Dans ce 4e scénario, on a mobilisé 5 grandes familles de leviers que vous voyez ici, avec un point d'attention particulier propre à l'agriculture, qui est que c'est un système et que dès qu'on fait bouger un levier, ça a en effet des interactions avec tous les autres. Donc, à titre d'exemple, on a prêté attention à, par exemple, ne pas mécaniquement diminuer les effectifs d'animaux d'élevage pour ne pas avoir à faire entrer trop d'azote minéral sur le levier reconfigurer la fertilisation. Et d'autre part, quand on reconfigure la fertilisation en augmentant les surfaces de légumineuses, ça nous permet également d'avoir des impacts positifs sur, par exemple, l'autonomie protéique des systèmes d'élevage. Donc on a vraiment eu une approche itérative et la plus systémique possible de ces différents leviers, avec un outil de modélisation qui est développé par Solagro et qui a la caractéristique de pouvoir projeter une trajectoire dynamique de transition, donc jusqu'à 2050, avec plusieurs objectifs qu'on peut atteindre de manière simultanée. Donc on a regardé la production évidemment agricole en termes de calories, en termes de protéines, les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, le stockage de carbone et les consommations et productions d'énergie. Ça, c'est les principaux indicateurs, on en a regardé d'autres, mais c'est les principaux, et en tout cas faciles à quantifier. Et cet outil avait également
l'avantage d'être l'outil qui est utilisé justement pour la construction de la SNBC et qui est également utilisé pour d'autres prospectives comme le scénario AFTER. Alors, le titre de l'intervention était « Quel scénario chiffré ?» Donc je viens sur les chiffres. Voici les hypothèses qu'on a associées à chacun de ces grands leviers. Donc le premier levier dont on parle souvent et qui est un peu cristallisant dans le débat, c'est la question de l'élevage et la place de l'élevage demain, son rôle dans le réchauffement climatique, etc. Nous, notre approche, c'est la plus conservatrice en ce qui concerne les ruminants. C'est-à-dire qu'on arrive à atteindre les objectifs en ralentissant le rythme de baisse. Pour le dire autrement, on baisse d'1 point par an la décapitalisation des cheptels. Et on arrive à atteindre cet objectif de 48 millions de tonnes. En revanche, on réoriente les systèmes d'élevage vers des systèmes plus pâturants, plus herbagés, qui dépendent donc moins d'importation, qui dépendent aussi moins d'énergie, parce qu'il faut moins d'énergie pour faire pousser de l'herbe que pour faire pousser du maïs ou du soja, et qui sont également plus résilients face à des chocs énergétiques. On a également une hypothèse d'atténuation de la fermentation entérique, donc ça c'est de l'optimisation de la conduite de troupeaux, optimisation des rations, qui est assez prudente, et également la mobilisation de différents dispositifs de valorisation des effluents d'élevage pour les systèmes qui sont concernés, donc couverture des fosses et méthanisation. La fertilisation, alors là, c'est des hypothèses qui sont absolument cruciales. Donc on multiplie par 3 les surfaces en légumineuses. On généralise également les intercultures. On généralise également les cultures à bas niveau d'intrants. Et pour les usages de fertilisation azotée de synthèse résiduelle, on table sur une hypothèse de décarbonation de leur fabrication. Et ça, en sortie de modèle, ça nous permet, et c'est assez... ça peut paraître beaucoup, mais c'est vraiment une sortie du modèle, hein, c'est pas une hypothèse d'entrée. Ça nous permet de réduire de 70% l'usage d'azote de synthèse. Alors, sujet qui vous concerne particulièrement aujourd'hui, on a notre 3e levier qui porte sur la réduction, la décarbonation et la production de l'énergie sur les fermes. Ici, on est parti de prospectives qui sont aujourd'hui validées sur la question de l'efficacité énergétique. Donc, il est acté aujourd'hui qu'on peut relativement raisonnablement diminuer la consommation d'énergie par les engins d'environ 20% sur la moyenne des fermes françaises. C'est beaucoup plus sur certaines fermes, c'est beaucoup moins sur d'autres. Et ensuite, on a des potentiels de décarbonation de l'énergie résiduelle. Donc là, ce qu'on a mobilisé, c'est en fonction de la puissance des machines, en fonction de l'usage des machines, on va avoir différents vecteurs énergétiques. Donc on a un tiers d'électrification, un tiers de biogaz et un tiers de biocarburant pour les machines qui nécessiteraient plus de puissance. Et avec un petit point sur l'électrification qui est que ça permet à la fois de décarboner évidemment l'énergie entrante, mais également que le rendement moteur est plus intéressant que celui d'un moteur thermique. Donc double avantage. Et dans ce levier-là, dernière hypothèse, on a aussi un potentiel finalement à la fois d'autonomie énergétique sur les fermes et également de surplus de production de bioénergie, qui est relativement important, donc à destination d'autres secteurs. 4e levier sur le stockage de carbone, donc là je l'évoquais en introduction, ici l'urgence est l'arrêt du déstockage, donc maintenir autant que possible toutes les surfaces en prairie permanente, et ensuite généraliser les pratiques qui permettent du stockage additionnel, même si ce stockage est, on le sait, temporaire et réversible. Donc les pratiques d'agriculture de conservation, donc on généralise sur quasiment 90% des surfaces les couverts d'interculture et sur 80% des surfaces les pratiques de semis directs. Et enfin, un développement aussi des pratiques qui permettent de séquestrer au-delà du sol, qui permettent de séquestrer dans la biomasse ligneuse, donc l'agroforesterie et les haies, pour lesquelles nos hypothèses tablent sur une multiplication par 10 des surfaces actuelles. Et dernier levier, mais qui est plutôt un levier de vérification de nos sorties, voilà, rebouclage des cycles. Donc on a pu vérifier les équilibres des différents bilans, par exemple bilan azoté, bilan fourragé. Alors j'ai juste fait un petit focus ici sur la culture de conservation. Donc c'est les chiffres qui sont issus des enquêtes pratiques culturelles en grande culture, donc de l'Agreste.
Et ce qu'on voit ici, c'est que vous avez donc le taux de surface implantée sans labour pour différentes cultures d'été ou d'hiver à gauche, et la moyenne de ces surfaces sans labour, donc sur les cultures considérées sur la ligne en trait plein bleu. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'évidemment, et vous le savez, pour les surfaces d'été, on est quand même sur des pourcentages relativement importants aujourd'hui de surfaces implantées sans labour. C'est un peu plus compliqué pour certaines cultures d'hiver. Ça progresse au global sur l'ensemble, mais on a une stagnation qu'on constate là depuis 2017. On constate aussi que voilà, il y a eu des difficultés à l'implantation sur les automnes passés. Et puis aussi le point d'attention qui est que ces statistiques, elles portent que sur les cultures et elles ne sont pas à l'échelle de la rotation des cultures. Donc quand on regarde un petit peu plus précisément sur les pratiques d'agriculture de conservation et en particulier le semi-direct, on voit qu'aujourd'hui on n'a que 8% des surfaces de grandes cultures qui sont implantées en semi-direct. Donc on est très loin des 50% quasiment de cultures implantées sans labour. Donc on voit bien là qu'il y a un énorme potentiel à sécuriser et à déployer sur ces pratiques de semi-direct qui ont à la fois des bénéfices en termes de moindre consommation énergétique, mais aussi, on en a parlé ce matin, en termes de vie des sols particuliers. Donc en mobilisant tous nos leviers et en se focalisant ici sur la question des émissions de gaz à effet de serre, pour donner un peu de quantitatif, on voit ici qu'il faut voilà, les activer tous de manière assez ambitieuse pour atteindre ces 48 millions de tonnes. Vous avez ici à la fois les leviers directs et indirects sur le graphique, avec une part non négligeable liée à la diminution de la fertilisation azotée minérale, qui est un sujet dont on parle peut-être un peu moins que le sujet de l'évolution des systèmes d'élevage, et également une part assez importante finalement de l'efficacité de la décarbonation énergétique sur laquelle on table sur une réduction de 7 millions de tonnes d'équivalent CO2. Avec par ailleurs donc sur l'indirect la décarbonation de la fabrication des engrais qui peut également avoir un potentiel significatif, et le stockage de carbone qui permettrait de compenser le tiers, dans des hypothèses très prudentes, ici, le tiers des émissions résiduelles. Je fais une petite note aussi pour dire qu'on est beaucoup plus prudent que les hypothèses, par exemple, qui sont mobilisées dans 4 pour 1000. Donc ce 16 millions de tonnes de stockage, il doit vraiment être vu comme un minimum relativement facile à atteindre. Et quelques indicateurs voilà, pour montrer que donc, vous avez ici en bleu foncé, c'est la situation initiale 2020, et ensuite les 4 barres de couleur qui sont les 4 scénarios, avec en orange le dernier scénario de conciliation. Juste pour illustrer que, comme je disais, il n'y a pas d'arbitrage aujourd'hui qui est décidé sur la biomasse. Donc en fait, ce scénario de conciliation, il est le meilleur partout, mais par contre, il est médian partout. Et on arrive à la fois à concilier un potentiel nourricier qui reste suffisant pour nourrir la population française, d'autant plus suffisant si on fait évoluer les régimes alimentaires, qui est un paramètre qu'on n'a pour l'instant pas encore traité et qui le sera dans la suite du projet. Il est également plutôt bien positionné en termes de dépendance aux importations, puisqu'on les divise par 2,5 sur la question de l'alimentation animale. Et il permet également une autonomie, une contribution énergétique multipliée par 3 par rapport à la situation actuelle. Donc voilà un petit peu pour les différents scénarios qu'on a travaillés. Et avant d'arriver sur les conclusions, je voulais juste vous partager quelques chiffres clés issus de notre enquête des agriculteurs. Le premier point qui nous a semblé vraiment intéressant à faire ressortir, c'est que finalement la population agricole, elle est très 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 loin d'être climato-sceptique. C'est clairement la population la première en ligne vis-à-vis des effets du changement climatique. Et donc quand on pose la question aux agriculteurs de savoir quels sont les risques qu'ils identifient pour la viabilité de leur ferme, le premier risque, c'est le changement climatique et ses effets. Donc quasiment 9 agriculteurs sur 10, donc c'est énorme, et c'est quasiment le cas dans toutes les OTEX qu'on a interviewées. Donc c'est vraiment de très loin le premier risque. Et ensuite, on a également noté un consensus sur les sujets énergétiques et les sujets des phytosanitaires, avec une préoccupation particulière sur la hausse du coût et la dépendance aux énergies fossiles, quasiment 7 à 8 agriculteurs sur 10, puisque ça impacte directement les résultats de leurs exploitations, que ce soit de manière directe, encore une fois, avec le prix du pétrole, ou de manière indirecte avec le prix des engrais. Et sur les phytosanitaires, le premier point qui remonte, c'est la santé des agriculteurs eux-mêmes, qui est aussi un sujet qui n'est pas forcément largement mis à l'ordre du jour aujourd'hui.
avec également des préoccupations sur l'environnement et la santé humaine en général. Mais voilà, le premier sujet, c'est la santé des agriculteurs eux-mêmes. Voilà. Et en termes de conditions d'engagement des agriculteurs, en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, 87% des agriculteurs ont besoin de conditions économiques pour s'engager ou accélérer cette transition. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que 7% qui souhaitent sous aucune condition s'engager. Donc la question est vraiment celle de leur donner les moyens d'agir. 7% ne souhaitent pas s'engager, 87% posent une condition économique. Donc voilà, ce qu'on essaye de porter, c'est qu'il y a vraiment une nécessité aujourd'hui de repenser complètement la façon dont fonctionne le système économique agricole, avec voilà, un potentiel, comme je l'ai évoqué rapidement, un potentiel qui est remarquable, qui est vraiment très varié sur le territoire français, mais qui est aussi un secteur critique et très vulnérable face aux changements qu'on va avoir à vivre dans les prochaines années. Des leviers de transition qui sont quand même globalement assez connus. Le levier de transition agroécologique et aussi des leviers de transition plus en amont. Je l'évoquais sur la décarbonation de la fabrication des engrais, mais on connaît les leviers de transition et ils ont également d'autres bénéfices que ceux des bénéfices énergie et climat. Et des agriculteurs qui sont volontaires. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un besoin finalement d'assumer une hausse des coûts de production et aussi de se poser la question de la répartition de la valeur ajoutée dans la filière. Aujourd'hui, c'est à peu près 7% de la valeur ajoutée d'un produit final qui revient à l'agriculteur, donc c'est quand même très peu. Un deuxième sujet sur le paradigme économique qui est peut-être d'agir à la fois, d'agir simultanément sur la demande et sur l'offre. Parce que évidemment, si on fait évoluer l'offre, mais qu'en parallèle, il y a des reports sur des importations qui sont moins disantes, ben alors on aura des effets contre-productifs, en particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, on le sait. Et dernier point important, quand on parle aux agriculteurs qui sont des entrepreneurs, le fait de privilégier à tout prix des mesures incitatives et non punitives, ça nous semble être le meilleur moteur. Voilà, et donc 3 échelles d'action à coordonner. Évidemment, l'échelle des fermes où tout se passe, mais c'est déjà d'ailleurs très largement enclenché et il y a des représentants aujourd'hui des différents groupes d'agriculteurs qui travaillent sur cette transition agroécologique, mais les collectifs d'agriculteurs semblent être vraiment la meilleure manière de diffuser plus largement les pratiques, surtout entre voisins, voilà, sur des contextes pédoclimatiques similaires, les réunions de bout de champ, etc. La deuxième échelle, et non des moindres, c'est l'échelle des territoires. Il y a une très large majorité des agriculteurs qui demandent aussi une adaptation territoriale des différentes réglementations. Il y a des sujets de gouvernance sur les usages de la biomasse et sur les usages de l'eau qui paraît importante à adresser à l'échelle territoriale et pas que nationale. Et enfin, la question évidemment des politiques agricoles et économiques au niveau national et européen, où là il y a vraiment une très forte demande des agriculteurs d'avoir un cap très clair qui soit défini pour l'agriculture, d'avoir des moyens à la hauteur des ambitions, une sécurisation économique, une protection vis-à-vis de la concurrence internationale. Et voilà, pour que cette transition puisse être effective. Voilà, les agriculteurs sont volontaires et il n'y a qu'à leur assurer ces moyens. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Je peux. Moi j'ai 2 questions et alors les excuses si je n'ai pas tout assimilé dans la pléthore de chiffres. Vous avez dit que dans le modèle, vous arriviez à un moins 70% sur l'utilisation des engrais azotés. Donc ça c'est mon premier point. Et le deuxième, si je me rappelle bien, vous arrivez à faire x3 sur la production d'énergie à partir de biomasse et également à séquestrer du carbone. Donc sur ces 2 points, j'avoue que je me demande quel camp, mais quels sont les leviers là ça m'interpelle. Alors, je reviens sur les chiffres. Si j'ai bien compris. Oui. Alors, sur la question de l'azote de synthèse, oui, moins 70%, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est le résultat auquel on arrive en sortie de modèle. Nous, ce qu'on a, en fait, je reviens sur le modèle, pardon. Ce
ce qu'on entre en entrée dans le modèle, c'est des surfaces, des rendements, des effectifs de cheptel, des types de systèmes d'élevage. Et en fait, le modèle va derrière ajuster et faire des vases communicants. Donc nous, on a fonctionné de manière itérative. Et ce qu'on lui a proposé de faire, c'est de diminuer la dépendance aux engrais de synthèse, pour votre première question. Donc, on a maximisé les surfaces en légumineuses jusqu'à un point qui nous semblait raisonnable, donc x3. Dans d'autres prospectives, c'est x2. Bon, on a fait x3, dans d'autres prospectives, c'est x4. On s'est positionné sur un entre-deux. On a également développé les surfaces à bas niveau d'intrants, donc toutes les cultures à bas niveau d'intrants, tournesol et autres. On a généralisé les couverts. Et on a décarboné les engrais minéraux résiduels, donc ça c'est plutôt en amont de ce qui se passe sur le secteur agricole. Et on maintient aussi une part d'élevage, c'est-à-dire que si on avait trop diminué l'élevage, on n'aurait pas eu suffisamment de fourniture de fertilisation organique. Donc on a cherché un point d'équilibre entre la préservation d'une quantité d'élevage et l'augmentation très significative des surfaces en légumineuses, voilà, ce qui nous permet d'arriver à moins 70%. Ça nous a paru beaucoup aussi, mais c'est vraiment la sortie du modèle. Et mon deuxième point, qui était à la fois, on arrive à augmenter la production d'énergie à partir de biomasse, mais également à séquestrer du carbone. Il n'y a qu'une source de carbone, donc comment on arrive à gagner sur les deux tableaux? Alors sur le stockage du carbone, en fait, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a le carbone dans les sols, donc ça, en effet, c'est les couverts et semi-directs, notamment. Mais il y a aussi le carbone dans le compartiment aérien, carbone ligneux. Et donc là, l'agroforesterie et les haies qui ne sont pas concurrentielles par rapport à la fourniture de biomasse à vocation énergétique. Ce n'est pas comptabilisé dans le modèle comme un usage énergétique. Quels sont vos leviers pour faire valider votre hypothèse auprès des pouvoirs, en fait? Pardon, j'ai pas bien entendu. Quels sont vos leviers pour faire valider votre hypothèse auprès des pouvoirs, de faire avancer les choses? Alors nous, la cible principale du Shift, c'est les corps intermédiaires. Donc c'est voilà, les publics comme vous aujourd'hui, les interprofessions, les fédérations, les acteurs économiques. Et en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est voir quelles sont les réactions par rapport à ça. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est souhaitable? Sous quelles conditions? Et ensuite, à ces acteurs-là, de s'emparer des éventuels points de consensus qu'ils trouvent et de porter ces sujets-là auprès de leurs représentants. J'en ai pas beaucoup parlé, mais on a également une méthode de travail au Shift qui est assez particulière, qui est très concertative. Donc en fait, on a sur tous les projets l'habitude de soumettre un rapport intermédiaire qui est ouvert à tous ceux qui le souhaitent. Donc on a eu plus de 300 personnes qui nous ont fait des contributions, des relectures sur ces différentes hypothèses, et plus de 150 organisations agricoles qui ont également contribué en fait, à définir ces hypothèses et à les relire au-delà de notre conseil scientifique et de notre collège d'agriculteurs. Mais c'est sûr qu'il y a un petit point d'attention, c'est-à-dire que ce modèle, il a un certain nombre de limites que je n'ai pas eu le temps d'évoquer ici, mais c'est un modèle qui est à l'échelle nationale, c'est une moyenne France. Il y a des enjeux qu'on n'a pas pu quantifier, sur la biodiversité notamment, c'est un sujet qui est quand même compliqué à quantifier, sur l'impact du changement climatique. Il y a un jeu d'hypothèses qui est assez réduit, par exemple sur les systèmes d'élevage, on n'a que 2 modalités sur les bovins viande, alors qu'il y a tout un panel très diversifié en France de systèmes d'élevage bovin viande. Voilà. En tout cas, pour dire que cet exercice, il a une vocation assez intéressante dans sa méthode de construction. Après, les chiffres sont toujours évidemment à prendre avec des pincettes et nécessiteraient d'être remoulinés pour certaines filières, avec un autre horizon de temps, peut-être faire une prospective à 2030 un peu plus fine. Voilà, ça pourrait évidemment être rediscuté. Par région. Ouais, c'est une autre limite de l'exercice, c'est que, comme je disais, on est sur une moyenne France et on n'a pas pu territorialiser l'analyse dans les hypothèses. Donc, par exemple, on n'a pas pu dire en région Pays de la Loire, on pense qu'on peut avoir 90% de semi-direct et en région Auvergne-Rhône-Alpes, 60%. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible. Ouais.
entre le constat que vous faites et les prévisions que vous avez réalisées, vous ne pensez pas que les choses vont à l'envers plutôt qu'aller dans le bon sens? En tout cas, ce qu'on constate et la raison pour laquelle on souhaite vraiment intervenir un maximum dans ce genre de rencontres, c'est qu'aujourd'hui, les débats, que ce soit dans le secteur agricole ou plus largement dans la filière agroalimentaire, ils sont, pour des raisons qu'on comprend, mais ils sont assez focalisés sur des aspects court terme, donc la compétitivité de court terme, et on a du mal à se projeter sur des sujets de moyen terme. Notamment, c'est pour ça qu'on insiste sur cette question de dépendance énergétique et de résilience énergétique, parce qu'en fait, elle va nous arriver bien trop vite si on n'anticipe pas. Donc voilà, le court terme, c'est important, mais attention, quand on parle de souveraineté, par exemple, attention à se pencher aussi sur la souveraineté à moyen terme et à faire en sorte que dans 10 ans et 30 ans, on ait les moyens encore de produire en France une agriculture de qualité et qu'on ait aussi des agriculteurs qui souhaitent le faire. Parce que je ne l'ai pas évoqué, mais c'est vrai que le sujet des actifs et des compétences, c'est un sujet qu'on a essayé de documenter parce qu'on sait qu'il y a une très grosse problématique là-dessus et que les 400 000 agriculteurs souhaités par le ministère, on n'est pas tout à fait sur la bonne trajectoire aujourd'hui. En début de présentation, vous montrez l'évolution pour le maïs, notamment sur les rendements. Et après, là, dans les résultats, on voit alors x3 la surface de ci, x8 l'autre, moins celle-ci. Au final, on cultive quoi? Et globalement, parce que x3 légumineuse, et on cultive quoi comme légumineuse x3, ça arrive à combien? Aujourd'hui, il n'y en a peut-être pas beaucoup, c'est qu'en fond. On sait aujourd'hui, on prend des gamelles 1 sur 2 ou sur 3. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à x3 légumineuse? Alors on ne dit pas qu'on y arrive, on dit que c'est ce à quoi il faudrait arriver avec des conditions. Après, on a un tableau de l'assolement 2050 avec ces hypothèses, si vous voulez, je pourrais vous le fournir, mais globalement, en fait, ce qui se passe, c'est encore une fois, c'est des vases communicants. Donc quand on dit on va faire x3 sur les légumineuses, le modèle fait des équilibres sur les autres cultures. Donc typiquement, on va avoir moins de maïs grain parce qu'on souhaite avoir moins de systèmes bovins à lait non pâturants, disons, par exemple. On va avoir un petit peu moins de blé. De blé, on est à hauteur de 90% de l'actuel. Enfin, voilà, ça fait des équilibres. Mais on ne prétend pas dire qu'on va y arriver. On dit que c'est un des scénarios qui permet d'atteindre des objectifs climatiques et des objectifs énergétiques, tout en conservant un potentiel nourricier suffisant. Oui. Le monde n'est pas un vase clos. Là, on a un scénario qui est la France. Oui. C'est quoi les hypothèses en fait pour le reste, quelque part du monde? Qu'est-ce que vous avez pris en fait finalement? En 2050, en fait, les hypothèses partent de quel principe tout le monde a évolué de la même façon? Parce que bon, si personne n'évolue de la même façon, on n'aurait pas notre trajectoire ne peut pas être indépendante en fait des trajectoires des autres pays. Vous parlez des hypothèses de... Je dirais que ce que vous décrivez, en fait, c'est quelque chose qui concerne la France. Ouais. C'est le principe, en fait, dans votre principe de logique, c'est que comment évolue, en fait, finalement, le restant de la planète. Des interactions avec d'autres pays qui importent, exportent. Alors, oui, en effet, on est sur un exercice purement franco-français à ce stade. Ça veut dire les interactions. Ça veut dire que c'est ça veut dire que rien n'évolue en fait à l'extérieur. Voilà. En fait, on a quand même pris en compte la question des importations, c'est-à-dire que la dépendance aux importations d'alimentation animale, j'entends, parce que là, on est sur le périmètre uniquement agriculture et pas alimentation. Donc ça, on l'a intégré, notamment via la relocalisation d'un certain nombre de protéagineux, légumineuses, etc. Mais en effet, on ne s'est pas intéressé aux effets, par exemple, d'importation d'aliments finis pour l'instant, et d'exportation. Ça, on ne les a pas regardés à ce stade. Je trouve qu'il y a un sujet qui permet aussi de faire avancer le débat, c'est qu'aujourd'hui, dans la population, en tout cas au niveau des consommateurs, on sent qu'il y a un souhait de plus de surface en bio. Et un truc tout bête, on
a pu mettre en avant, c'est qu'en fait, le dessin du bio, il est très lié au dessin de l'élevage, parce que le bio ne peut pas utiliser d'engrais de synthèse, donc il faut bien des engrais organiques. Alors, c'est du transfert, on est d'accord, il n'y a pas de création de fertilité. Mais si on veut voir advenir plus de surface en bio, ou plus de surface agroécologique qui se rapproche du bio, on va quand même avoir besoin d'élevage demain. D'où cette question de recherche d'un point d'équilibre et de circularité des flux de nutriments et à une échelle plus territoriale. Vous l'avez joué collectif, vous avez intégré dans la réflexion les différentes parties prenantes. Et maintenant, comment on fait bouger la demande? Parce que si l'offre évolue dans ce sens-là, avec un collègue des légumineuses, on se dit, du stock de légumineuses, on en a, mais en fait, les consommateurs aujourd'hui, on n'a pas chose que ça. Le bio, c'est pareil, la consommation est arrivée à 2017. Donc, on voit qu'il va falloir que les deux évoluent de manière parallèle. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Alors, ça va être l'objet notamment des travaux à venir à partir du début de l'année prochaine, parce qu'en effet, il y a eu plein d'études sur la question du régime alimentaire et du comportement des consommateurs et des actes d'achat qui diffèrent du déclaratif, etc. Donc, on n'a pas encore la réponse, mais on va s'y atteler. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de éventuellement combler les trous dans la raquette de tous les rapports qui ont déjà été publiés sur la question, peut-être en s'intéressant au sujet de la restauration. Alors la restauration collective, on sait qu'il y a Egalim qui est en place, mais qui peine un petit peu à avoir des effets. Il y a aussi le sujet de la restauration commerciale, sur lequel il y a peut-être quelque chose à faire, parce que c'est un maillon qui, pour l'instant, n'a pas été trop sollicité sur ces sujets de transition. Et puis, sur le maillon des distributeurs, on pense aussi qu'il y a des réflexions à avoir sur le rôle des distributeurs par rapport à ce qu'on appelle l'environnement alimentaire, c'est-à-dire le choix de produits qui est proposé aux consommateurs et que les distributeurs ont un rôle à jouer par rapport à ça. Donc, c'est quelques exemples, le cadrage est en train d'être fait, mais voilà, on va essayer de s'intéresser à peut-être différents leviers qui n'ont pas encore été beaucoup étudiés jusqu'à maintenant. Ouais. Est-ce que vous avez modélisé le changement climatique, la productivité des prairies? La productivité des prairies. Parce que vous dites qu'il faut augmenter la part importante des prairies dans le système. Quand on voit le temps de l'Europe, par exemple, les prairies, elles sont simplement une activité. Le maïs, par exemple, c'est une culture qui a où la productivité basse. Et les prairies sont mises à main en conditions de température qu'on peut accorder. Donc, est-ce que ça a été modélisé ça? Est-ce qu'on parle du principe de l'agronomie, etc., on va faire évoluer les systèmes et qu'on va augmenter la productivité des prairies? On répond à l'élevage, ou alors c'est plus par rapport à cette situation actuelle? Alors sur l'impact du changement climatique sur les cultures, le quantitatif a été fait uniquement sur les grandes cultures. Dans le modèle, on ne pouvait pas faire autrement. Donc on a conscience de ce sujet-là, on l'a traité que de manière qualitative. En revanche, dans les résultats de sortie de modèle, le bilan fourragé il est très très largement excédentaire. Donc voilà, c'est un argument qui nous permet de dire que, en tout cas à l'échelle nationale, encore une fois, il y a la limite territoriale, c'est-à-dire qu'il y aura des régions qui seront peut-être très impactées et d'autres un peu moins. Mais à l'échelle nationale, le bilan fourragé est très excédentaire dans notre modèle. La prairie, finalement, je veux dire, monsieur, que finalement, c'est le maïs qui, finalement, est la plante adorable, le maïs et la prairie, c'est la plante qui n'arrivera pas à dégager un revenu. Moi, je suis désolé, c'est la manière dont on exploite, ce qu'on nous est content, et je reste persuadé qu'il y a 600 000 mètres d'eau sur une année, à des périodes très sèches, on sort plus de tonnes de matière sèche en prairie qu'en maïs. En tout cas, ça fait partie des raisons pour lesquelles, quand on regarde par l'angle, pas uniquement de l'atténuation des émissions, mais par l'angle de la résilience, et notamment de la moindre consommation énergétique, on a tendance à favoriser sur le système d'élevage des systèmes plutôt herbagés, parce qu'il faut moins d'énergie par unité de surface que pour produire du maïs. Donc en effet. Et après, il y a la question de la constitution des stocks à l'échelle territoriale, voire multiterritoriale, qui sera peut-être un levier pour les années compliquées qu'évoquait monsieur. Je crois que j'ai débordé. Merci.